Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans le deuxième numéro des chroniques de l'assassinat de JFK. Une vraie mine d'or d'informations. Ah oui, c'est clair. On y trouve des lettres de lecteurs passionnés, des éditoriaux incisifs, des analyses pointues de chercheurs. Il y a même une liste. Incroyable. Des noms de scène des danseuses du Carousel Club. Ah oui? Un lieu fréquenté par Jack Ruby. Oui, ce numéro est un excellent baromètre de la communauté qui enquête sur la mort de Kennedy. Il témoigne de la passion des doutes et de l'intense soif de vérité qui anime tous ces individus. Ce qui m'a frappé, c'est cette lettre de David Perry. Il s'attaque directement aux affirmations de Fletcher Prouty, qui prétendait être impliqué dans une opération de dissimulation gouvernementale après l'assassinat. Oui. Perry semble convaincu que Prouty se trompe. Est-ce que cela remet en cause toute la théorie du complot? Pas forcément. Prouty est une figure controversée, mais ses affirmations ont alimenté de nombreuses théories. Ce qui est intéressant avec cette lettre, c'est qu'elle nous force à examiner les sources et à nous interroger sur la fiabilité des témoignages. Perry soulève des incohérences dans le récit de Prouty qui méritent d'être examinées de près. Cela nous rappelle que dans cette affaire, il faut toujours rester vigilant face aux informations et aux sources. On retrouve d'ailleurs cet appel à la prudence dans l'article Diane Griggs et Melanie Swift, qui décortique une photo de Lee Harvey Oswald. Il soulève des doutes sur son authenticité en se basant sur les dossiers militaires d'Oswald. C'est une analyse fascinante. Si on parvient à démontrer que certaines photos d'Oswald sont des faux, cela pourrait ébranler toute l'histoire officielle. Imaginez, si on découvrait que l'image que l'on a de l'assassin présumé a été manipulée, cela remettrait en question tout ce que l'on pensait savoir sur lui et ses motivations. Et en parlant de manipulation, parlons de ces lettres de lecteurs qui réagissent au numéro précédent. La passion est palpable en chaque ligne. On sent que l'assassinat de JFK est bien plus qu'un événement historique. C'est une blessure ouverte pour beaucoup. Absolument. Ces lettres témoignent de l'impact profond de cet événement sur la société américaine. Chaque lecteur a sa propre interprétation, défait sa propre théorie, son propre cheminement, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui est fascinant, c'est la diversité des points de vue. Certains adhèrent à la version officielle, d'autres sont convaincus qu'il y a eu complot. D'ailleurs, en parlant de complot, on retrouve cette thématique dans la liste des noms de scène des danseuses du Carousel Club. J'ai remarqué que plusieurs d'entre elles sont liées à Jack Ruby. Le Carousel Club est un lieu central dans cette affaire. Ruby était un habitué. Et certains pensent qu'il aurait pu y rencontrer des personnes impliquées dans l'assassinat. Cette liste pourrait nous donner des indices sur l'entourage de Ruby et ses potentielles connexions avec le milieu du crime. Passons maintenant au témoignage du Dr Charles Crenshaw, l'un des médecins qui a pris en charge Kennedy à l'hôpital Parkland. Il remet en question les conclusions de l'autopsie officielle. Oui. Et affirme avoir vu des blessures sur le corps de Kennedy qui contredisent la version du tireur solitaire. C'est un témoignage de première main qui a toujours fait beaucoup de bruit. Crenshaw est formel. Il a vu de ses propres yeux des blessures qui ne peuvent pas s'expliquer par les tirs d'Oswald. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'est pas le seul à remettre en cause la version officielle. On retrouve cette même remise en question dans un article qui évoque la publication de documents du FBI précédemment classifiés. Intéressant. L'un d'entre eux mentionne que Fidel Castro aurait mené ses propres tests de balistique et conclut à la présence de plusieurs tireurs. C'est une information à prendre avec précaution, bien sûr. Castro n'était pas vraiment un allié des États-Unis, et il avait ses propres raisons de douter de la version officielle. Cependant, cela montre que, dès le départ, la théorie du tireur solitaire a été contestée. Et pas seulement par les adeptes des théories du complot. Ce qui me fascine dans ce numéro, c'est qu'on a accès à des sources très diverses, y compris la parole de Jack Ruby lui-même. Dans une lettre, il clame son innocence et accuse Lyndon B. Johnson d'être le cerveau du complot. La lettre de Ruby est un document complexe. Il faut la lire en tenant compte de son état mental, de sa personnalité impulsive et de ses possibles motivations cachées. A-t-il réellement été piégé? Cherchait-il à protéger quelqu'un, salaud? Ou bien était-il simplement en train de délirer? C'est à nous de démêler le vrai du faux. Ouais, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que cette lettre soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et en parlant de questions, cet article sur une pièce de théâtre, imaginons le procès de Lee Harvey Oswald. S'il avait survécu à l'attaque de Ruby est particulièrement intriguant. Oui, c'est une idée fascinante. Imaginez un procès d'Oswald, c'est explorer toutes les possibilités, les arguments, les preuves qui auraient pu être présentées. C'est une manière de remettre en question le récit officiel et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Exactement. Et cela nous permet de nous interroger sur le rôle du système judiciaire dans cette affaire. Aurait-il été possible pour Oswald d'avoir un procès équitable? La justice aurait-elle pu être rendue? Ce sont des questions qui restent en suspens. Et cette pièce de théâtre, c'est aussi une manière de donner une voix à Oswald,
de lui permettre de se défendre, même si c'est de manière fictive. Cela nous rappelle que derrière les faits, les preuves, les théories, il y a des hommes, des vies brisées, des destins tragiques. Absolument. L'assassinat de JFK, c'est avant tout une tragédie humaine. Et cette dimension humaine est souvent oubliée dans les débats et les analyses. D'ailleurs, en parlant d'analyse, j'ai trouvé la critique de ces 3 documentaires sur l'assassinat très pertinente. C'est fascinant de voir comment chaque réalisateur aborde le sujet, avec son propre angle, ses propres convictions. Oui, et c'est un bon rappel qu'il faut toujours rester critique face aux documentaires, même ceux qui se présentent comme objectifs. Il est important de se demander qui est derrière la caméra, quelles sont ses motivations, son agenda. Et en tant que spectateur, il faut essayer de prendre du recul, de croiser les informations, de se forger sa propre opinion. Ce qui m'a frappé dans ces documentaires, c'est la manière dont ils mettent en lumière la complexité de cette affaire. Il n'y a pas de réponse simple de vérité absolue. C'est ce qui rend cette affaire si fascinante et si frustrante à la fois. On a l'impression de tourner en rond, de ne jamais arriver au bout du mystère. Revenons un instant sur les documents du FBI. Vous avez mentionné un mémo suggérant que Fidel Castro aurait mené ses propres tests balistiques. Pourrait-on dire que cela remet en question la version officielle du tireur solitaire ? C'est une question complexe. Le mémo en question cite un informateur du FBI qui prétend que Castro, après avoir tenté de reproduire les tirs d'Oswald, a conclu qu'il était impossible pour un seul homme d'avoir tiré les 3 coups de feu en si peu de temps. Cependant, il faut prendre cette information avec prudence. Pourquoi là? Tout d'abord, on ne connaît pas la fiabilité de l'informateur. Ensuite, Castro avait ses propres raisons de douter de la version officielle. N'oublions pas qu'il était la cible de plusieurs tentatives d'assassinat de la part de la CIA. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait vu un complot américain derrière la mort de Kennedy. Donc on ne peut pas vraiment se fier à l'analyse de Castro. Disons qu'il faut la prendre avec des pincettes. Ce qui est intéressant, c'est que ce mémo montre que la théorie du tireur solitaire a été remise en question dès le début, même par des personnes comme Castro qui n'avaient aucune raison de défendre Oswald. Et si on parlait un peu plus de la lettre de Jack Ruby? Il affirme avoir été piégé pour tuer Oswald et accuse Lyndon B. Johnson d'être le cerveau du complot. Pensez-vous que Ruby disait la vérité? C'est difficile à dire. Ruby était un homme perturbé. Il souffrait de paranoïa et de délire. Il est possible qu'il ait cru sincèrement à ce qu'il écrivait, mais il est également possible qu'il ait inventé cette histoire pour se disculper, ou pour se venger de ceux qu'il pensait l'avoir trahi. Il y a aussi cet élément troublant où il mentionne que les Juifs sont utilisés comme bouc émissaire pour le crime de Johnson. Oui, c'est un passage qui en dit long sur l'état mental de Ruby. Il se sentait persécuté. Il pensait que les Juifs étaient victimes d'un complot. C'est tragique, car cela montre à quel point il était isolé et désespéré. C'est vrai, il est difficile de savoir ce qui se passait réellement dans la tête de Ruby, et s'il faut prendre ces accusations au sérieux. Cette affaire regorge de zones d'ombre et d'incertitudes. On a l'impression que chaque nouvelle information ouvre une nouvelle boîte de Pandore. Exactement. L'assassinat de JFK est un puzzle dont il nous manque des pièces, et chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions que de réponses. Ce qui est certain, c'est que cette affaire continue de fasciner et d'intriguer le public même après toutes ces années. Oui, et c'est normal. L'assassinat d'un président, c'est un événement traumatisant pour une nation. Et lorsque cet assassinat est entouré de mystères et de contradictions, il est normal que les gens cherchent à comprendre, à trouver la vérité. On a l'impression qu'il y a un besoin de justice, un besoin de savoir qui était réellement derrière cet acte odieux. Absolument. Et tant que la vérité ne sera pas faite, tant que les zones d'ombre subsisteront, l'assassinat de JFK continuera de hanter l'Amérique. En parlant de vérité, cet article sur la publication de documents du FBI précédemment classifiés concernant le crime organisé est particulièrement intéressant. On sait que Jack Ruby avait des liens avec la mafia. Pensez-vous que ces documents pourraient révéler quelque chose de nouveau sur son rôle dans l'assassinat? C'est possible. On sait que la mafia avait des raisons d'en vouloir à Kennedy, notamment à cause de la lutte contre le crime organisé menée par son frère Robert Kennedy, qui était alors procureur général. Il est donc plausible que la mafia ait joué un rôle dans l'assassinat, que ce soit en commanditant le crime ou en aidant à le couvrir. Ces documents pourraient-ils enfin nous donner la preuve irréfutable d'un complot mafieux? Il est encore trop tôt pour le dire. Il faut attendre que les chercheurs aient eu le temps d'analyser ces documents en détail. Mais il est clair que la piste du crime organisé est l'une des plus sérieuses dans cette affaire. Et il est important de ne pas la négliger. Ces documents pourraient apporter un nouvel éclairage sur le mobile de Jack Ruby. S'il était lié à la mafia, son geste prend une toute autre dimension. Exactement. Imaginons que Ruby ait agi sur ordre de la mafia. Cela expliquerait pourquoi il a toujours clamé avoir agi seul par amour pour Kennedy. Il aurait pu avoir peur de représailles s'il avait révélé la vérité. Et cela expliquerait aussi pourquoi il a tant insisté pour être transféré à Washington afin de témoigner.
Peut-être pensait-il pouvoir négocier une immunité en échange d'informations sur le complot. C'est une hypothèse plausible. Malheureusement, sa mort en prison avant son nouveau procès a réduit au silence un témoin clé. On ne saura jamais ce que Ruby aurait pu révéler. Sa mort est un autre mystère dans cette affaire. Certains y voient la preuve d'une élimination pour l'empêcher de parler, tandis que d'autres penchent pour une mort naturelle. Quoi qu'il en soit, la disparition de Ruby a laissé un vide immense dans l'enquête. Il emporte avec lui des secrets qui auraient pu éclairer les zones d'ombre de l'assassinat. Plus on explore cette affaire, plus on a l'impression de s'enfoncer dans un labyrinthe de questions sans réponse. Chaque nouvelle piste ouvre sur de nouvelles interrogations. C'est la nature même de cette affaire. L'assassinat de JFK est un événement aux multiples ramifications avec des implications politiques, sociales, historiques. Il est normal que les réponses soient difficiles à trouver. Ce qui est frappant, c'est l'impact de cet événement sur la société américaine. L'assassinat de JFK a ébranlé la confiance dans les institutions, alimenté la culture du soupçon et de la conspiration. Oui, cet événement a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis. Il a engendré un climat de méfiance et de paranoïa qui perdure encore aujourd'hui. Ce numéro des chroniques de l'assassinat de JFK nous offre un aperçu saisissant de cette quête de vérité. On y découvre des témoignages poignants, des analyses minutieuses, des hypothèses audacieuses, mais aussi beaucoup de doutes et d'incertitudes. C'est le propre des affaires non résolues. On est constamment tiraillé entre le besoin de savoir et l'impossibilité de tout comprendre. Malgré les zones d'ombre, il est essentiel de continuer à explorer, à questionner, à analyser. Chaque nouvelle information, chaque nouvelle perspective peut nous rapprocher de la vérité. Exactement. L'histoire n'est pas figée. Elle est en constante évolution. Et c'est à le chercheur historien citoyen de continuer à l'écrire. Alors que nous terminons notre exploration de ce numéro des chroniques de l'assassinat de JFK, une question persiste. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans cette affaire? Quelle piste aimeriez-vous explorer davantage? N'hésitez pas à partager vos réflexions car chaque point de vue peut contribuer à faire la lumière sur ce drame qui continue de hanter l'Amérique. Rejoignez-nous pour une autre plongée fascinante dans un prochain numéro de The Deep Dive.